Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année. Vous avez été nombreux à nous demander de parler d'immobilier. En fidèles serviteurs, nous vous avons écouté et invité des professionnels de l'immobilier dans un grand nombre de secteurs. Comme toujours, nous aborderons des sujets spécifiques à la France, d'autres spécifiques au Portugal et bien sûr des sujets transversaux. L'émission va être dense et pour nous permettre à tous de profiter, de nous enrichir des savoirs de nos invités, il n'y aura ce soir pas d'édito et David ne nous fera pas de point marché. Rien de grave, il nous reste 2 jours et demi de bourse et il ne devrait pas y avoir de surprise. Notre prochaine émission aura lieu le 11 janvier et nous allons, comme d'habitude, commencer avec David Calfon de Sanso qui va nous parler de fiducie. David, c'est à vous. David, il faut... Voilà. Merci, Bernard. Voilà, c'est juste un petit problème de micro. Bien, la fiducie et en particulier la fiducie sûreté. Alors, qu'est-ce que c'est que la fiducie sûreté? Ça consiste à se faire attribuer des biens en garantie d'une créance jusqu'au paiement de cette créance. Voilà. Donc, le fiduciaire devra retourner le bien au constituant qui n'a plus lieu de jouer. Alors, ça, c'est un peu le jargon juridique. La meilleure analogie, c'est le prêteur sur gage. Vous avez tous en tête l'image de certains films américains dans lesquels le héros, n'ayant plus le choix, va donner sa montre ou un autre objet de valeur dans une boutique sordide en échange d'une somme d'argent. Et dans un deuxième temps, le héros aura le choix, soit il rembourse la somme d'argent et récupère sa montre, soit la montre appartient au prêteur. Bon, alors pour être honnête, la fiducie, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même des analogies et c'est quand même assez proche. Alors, la fiducie, déjà, quels sont les acteurs d'une fiducie? Il faut d'abord un constituant, c'est celui qui crée la fiducie, et cela peut être une personne physique ou une personne morale. C'est celui qui met un bien en vie d'une dette, donc la plupart du temps, c'est l'emprunteur. Il faut un fiduciaire. Le fiduciaire, c'est l'acteur qui va gérer le bien en garantie pendant la durée de vie de la fiducie. Alors le fiduciaire, c'est qui? C'est un établissement de crédit, typiquement une banque, une entreprise d'investissement, typiquement une société de gestion de portefeuille comme Sanso Investment Solutions au hasard, ou encore un avocat. Et le dernier acteur, c'est le bénéficiaire, c'est-à-dire, là encore, personne physique, personne morale. C'est généralement celui qui prête l'argent et qui se verra attribuer le bien mis en garantie s'il y a un défaut de l'emprunteur. Alors, pendant la durée de vie, c'est le fiduciaire qui a la responsabilité du bien qui est mis en garantie. Le bien va être géré selon les instructions qui sont précisées dans le contrat de fiducie. Qui dit contrat dit juste l'accord entre les parties, donc c'est quelque chose d'extrêmement souple. On peut tout mettre dans ce contrat. On peut même stipuler que le constituant conserve la jouissance du bien qui est mis en garantie. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très souple. Mais le plus important dans la fiducie sûreté, c'est qu'il y a transfert de propriété. Le bien qui est mis en garantie sort du patrimoine de l'emprunteur. Et donc, vous comprenez tout de suite que la fiducie est une garantie qui est beaucoup plus puissante que les autres, car en cas de défaut, il y a souvent des procédures collectives. Et qui dit procédure collective, on sait bien que même si on est avec une hypothèque de premier rang, etc., il y a d'abord l'État qui doit passer, il y a les salariés qui doivent passer et qu'il faut servir en premier, sans compter le temps nécessaire au règlement de la procédure collective. Avec la fiducie, rien de tout cela. Le bien est déjà cantonné, mis à disposition de l'emprunteur. Donc la fiducie sert véritablement à sécuriser, c'est vraiment la sécurité maximum que l'on peut avoir sur une opération immobilière. Elle sert à permettre des opérations qui tout simplement, sans cette garantie, ne se feraient pas. Ou bien elle sert également à l'emprunteur pour réduire le coût de l'emprunt, puisqu'il y a en garantie une garantie qui est extrêmement efficace. Alors pourquoi est-ce que la fiducie sûreté n'est pas davantage utilisée? C'est essentiellement une question de réputation. La fiducie a la réputation d'être chère et compliquée. Ce n'est pourtant pas toujours le cas. Chez Sanso Investment Solutions, nous avons digitalisé le processus de gestion d'une fiducie, ce qui divise par 3 ou par 4 le coût traditionnel. Mais l'objet de l'intervention de ce jour n'était pas de faire de la publicité. Et pour vous parler plus en détail de ce que nous faisons chez Sanso sur ce sujet, je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition de Parlons Patrimoine. En attendant, je vous rends l'antenne.
Merci beaucoup pour ce partage de savoir. C'est vrai que c'est un sujet compliqué et on devra y revenir à une prochaine émission pour expliquer ça peut-être plus lentement et en rentrant un petit peu plus dans les détails. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Gérald Proutot de la société Pierre Premier Gestion. Bonsoir Gérald. Bonsoir Bernard. Comment allez-vous? Très bien. Et Prêt vous? pour le réveillon, même si on va être un peu confiné et un réveillon un peu différent des autres? Tout à fait. Ok. Avant de parler de votre société, vous voulez bien nous parler de sa création, somme toute pas si lointaine, mais créée par des personnes avec une très longue expérience. Oui, effectivement, Pierre Premier Gestion vient de fêter ses 5 ans et elle a été cofondée à l'initiative de Joseph Châtel, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il avait fondé en 2000 DNCA Finance, une société de gestion indépendante française. Et donc, à son départ de DNCA, il a choisi de relancer une nouvelle société de gestion, une nouvelle aventure, aux côtés d'entrepreneurs dans l'immobilier qu'il avait rencontrés dans le cadre de ses propres investissements immobiliers. Et ça a été le début de l'aventure de Pierre Premier Gestion. C'est une belle histoire et ça nous fait du bien de l'écouter. Et vous, quand avez-vous rejoint l'équipe? Alors, à son origine, en fait, puisque j'avais le plaisir de côtoyer déjà mes associés, puisque j'étais l'un de leurs conseils en gestion privée. Voilà, donc ils m'ont laissé les clés en fait de la partie commerciale, et c'est dans ce cadre-là que je les ai rejoints. Très bien. Comment distribuez-vous vos produits et à qui s'adressent-ils? Ma question porte plutôt sur votre cible de clientèle et vos réseaux de distribution. Nous parlerons des produits en eux-mêmes un peu plus tard à la deuxième partie. Alors, effectivement, nos produits en fait sont pour la plupart des fonds professionnels qui sont réservés à ce qu'on appelle une clientèle avertie, une clientèle éligible, puisque le montant minimum d'investissement est de 100 000 euros. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, nous nous appuyons en fait sur des conseillers de gestion de patrimoine indépendants qui peuvent à la fois le proposer à leurs clients dans le cadre de compte titres ou dans le cadre d'assurance vie au Luxembourg notamment. Donc, ça peut être de l'assurance vie, des particuliers, des holdings particulières, des holdings patrimoniales, pardon. Ça peut être fait par des résidents, par des non-résidents. C'est très large ou c'est quand même bien encadré? Alors effectivement, Bernard, c'est très large, puisque ça peut aussi bien s'adresser à des personnes physiques, résidentes en France ou non résidentes, mais également à des personnes morales. La plupart du temps, ce sera des sociétés, françaises, par exemple, mais ça peut être également des fondations, des associations, voilà, en tout cas des gens qui recherchent des solutions d'investissement différenciantes, et principalement de capitalisation, puisque la particularité de nos fonds, c'est que ce sont des fonds de capitalisation. Voilà, donc des fonds qui ne distribuent pas de revenus réguliers. Très bien, merci. Je vais maintenant passer à notre invité suivant et reviendrai vers vous tout à l'heure pour les produits. Bonsoir Sylvie, bonsoir Sandra. C'est au tour maintenant de Safety avec la responsable pour le Portugal, Sylvie Vessic. Sylvie, vous nous entendez? Vous êtes avec nous? Alors, petit problème avec Sylvie. Ça y est. Ça y est. L'histoire du micro. Bonsoir à tous. Oui, Safety Portugal. Alors, c'est un réseau de conseillers immobiliers indépendants. C'est une petite marque qui monte, comme je le dis souvent. On est un réseau indépendant qui vient d'arriver au Portugal en décembre 2019. On est environ une centaine de conseillers. Notre façon de travailler est simple. On a un modèle simple, pratique et efficace. On n'a pas d'agence immobilière. L'objectif, c'est aller au-devant des clients. De pouvoir être, je dirais, directement en contact avec des apporteurs d'affaires, avec des personnes qui vont nous permettre de nous faire connaître des acheteurs, des vendeurs par le biais de nos propres réseaux. On allie vraiment la question de l'immobilier, de l'Internet et du marketing de réseau. C'est la force de ce réseau. On est présent sur tout le Portugal. Donc, comme je dis, on est arrivé en décembre 2019. 3 mois après, on a eu la crise sanitaire. Mais du fait, justement, de dépendre d'un grand réseau français qui, lui, est en place depuis 10 ans, puisque Safety France a 10 ans, ça nous a permis de pouvoir passer cette crise
je dirais, sans difficulté. Et ça a même été un moment propice pour nous, pour pouvoir former et les conseillers qui nous ont rejoints, parce qu'on a une double activité. Donc, on propose des biens immobiliers à la vente, tout type de biens. Et également, on recrute des conseillers qu'on forme. Alors, la formation qu'on propose est totalement gratuite. Ça nous permet aussi de préparer ces conseillers à cette dynamique de marché particulière par le biais de la formation, d'ateliers qu'on a pu animer notamment durant le confinement. Donc, on a proposé plus d'une cinquantaine de formations et d'ateliers en ligne sur ces 3 mois assez particuliers. La demande de nos clients. Je vous interromps, Sylvie, je voudrais juste une petite précision. Donc, on a bien Oui. compris que la formation, elle était gratuite, que vous étiez ouvert à de nouvelles recrues que vous recherchiez. Quel est le profil de gens que vous cherchez? Alors, la particularité de Safety, c'est qu'on peut avoir des gens qui ont une expérience en immobilier et on peut avoir des gens qui n'ont jamais fait d'immobilier. Parce que le modèle, je parle de modèle dans le sens où on a une caisse à outils euh, qui, euh, qui est faite d'une telle manière que même une personne qui n'a jamais fait d'immobilier peut être formée, accompagnée avec un système de parrainage pour justement être apte à répondre à la demande du client. On propose une formation et un parcours d'intégration de 90 jours, et ce qui permet que même quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier puisse trouver une nouvelle vocation, en sachant que dans mon équipe, il y a des profils très, très variés, ce qui permet vraiment de faire un virage et une reconversion totale en termes de compétences. D'accord, ok. Euh, Bah, écoutez, c'est très bien. On va continuer tout à l'heure et on reviendra à vous tout à l'heure. C'est maintenant c'est au tour d'un de vos partenaires, Maurice Assouline de la CAFPI. Bonsoir Maurice. Bonsoir et merci de votre invitation. Donc, ravi de vous présenter le groupe CAFPI. Moi, je suis en pré-retraite puisque cette histoire a démarré il y a 50 ans. Je suis un peu Je plus… vais juste vous demander, Maurice, de un petit peu plus vous caler sur l'écran. Vous êtes un peu trop décalé, de mettre un peu plus au milieu, qu'on vous voit beaucoup mieux dans le podcast. Voilà, donc bonsoir les francophones et les non-francophones. Ravi d'être à vos côtés ce soir. Donc, je présente rapidement l'entreprise CAFPI, qui est une idée que mon frère a créée il y a 50 ans. C'est une belle histoire. Et puis, depuis environ 3 ans, je suis en pré-retraite ici sur le Portugal et l'envie folle de faire découvrir notre concept, notre modèle sur le Portugal. Et j'ai demandé à ma compagne de me rejoindre. Et puis, on a démarré l'aventure du courtage en crédit au Portugal avec toutes les belles aventures qui sont la découverte du Covid, les autorisations de la Banque du Portugal, enfin que du plaisir, mais dans l'ensemble, tout va bien. Donc, je serai ravi d'écouter les questions pour pouvoir répondre à vos auditeurs. Alors, Afin en d'expliquer préparant l'émission, on a vu que le métier, vous l'inventiez un petit peu au Portugal, que vous étiez un peu pionnier dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas de cabinet de courtage en crédit comme on a l'habitude de les connaître en France. Cette histoire a démarré en 71. Mon frère était dans le courtage immobilier, comme Sylvie, qui représente Safety. Et puis, les difficultés il y a 50 ans pour accompagner tous les emprunteurs, parce que les encadrements de crédit, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, mon frère a eu la sympathique idée de créer un métier qui n'existait pas en France, qui était l'intermédiation en crédit immobilier. Il fallait forcément négocier des protocoles avec les partenaires, faire découvrir cette nouvelle aventure auprès des emprunteurs. Et puis, ravi de ce succès, en France, c'est un petit peu plus de 50 000 clients qui nous font confiance tous les ans, et ça depuis 50 ans. Voilà. Et ici aussi, vous l'inventez, ce métier, ou c'est un métier qui existait déjà à Lisbonne? Alors, au Portugal, c'est un métier qui n'existe pas en tous les cas comme nous le faisons. Les intermédiaires en opération de banque font principalement de la transaction immobilière, font de la vente, de l'accompagnement, du conseil juridique, mais ne faisaient pas spécifiquement et 100% que du courtage en crédit, alors que nous sommes focalisés uniquement que sur l'intermédiation de crédit. Et depuis une vingtaine d'années, en France, nous avons aussi développé une intermédiation en assurance de crédit immobilier, de façon à apporter un levier économique auprès des consommateurs. L'idée est très simple, c'est surtout d'écouter le souhait du client,
de l'accompagner, de négocier très en amont, puisque en France comme au Portugal, nous avons pratiquement tous les partenaires qui ont signé des protocoles avec nous. Très bien. On reviendra à vous tout à l'heure pour parler plus précisément du métier et plus précisément de la manière dont vous l'exercez ici à Lisbonne. C'est maintenant au tour de Katharina de Lisbonne Collection. Bonsoir Katharina. Bonsoir, bonsoir. Donc pour vous présenter un petit peu Lisbonne Collection, nous sommes une entreprise de alojamento local, donc de location de courte durée sur Lisbonne, dans le centre historique de Lisbonne. Donc on a environ 50 appartements dont nous faisons la gestion. Ces appartements ont des propriétaires et qui nous font confiance et qui nous ont donné les clés de leurs appartements pour qu'on puisse faire la gestion. Donc, on s'occupe de tout ce qui est réservation, ménage, maintenance de l'appartement et on fait ça depuis environ 5 ans. Sur ces appartements. On a de nouveaux appartements depuis l'année dernière, donc on est toujours un petit peu en rotation. On a des nouveaux appartements un peu tous les ans. On essaye de garder les appartements qu'on souhaite, qui ont la qualité que Lisbonne Collection souhaite. Et donc voilà, donc Alors, on j'ai est très une strict. question là. Donc, vous cherchez des appartements de qualité pour les faire matcher avec les clients. Est-ce que vous assistez aussi, est-ce que vous aidez vos clients à évoluer dans la qualité et avoir des appartements qui correspondent au plus près possible aux souhaits des visiteurs, des touristes, des étudiants? Enfin, si j'ai bien compris, vous louez sur des périodes courtes. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est pour vous une période courte? Une période courte, c'est au minimum 3 nuits et on va dire environ 7 au maximum. La moyenne sur Lisbonne, c'est du 4-5 jours, 4-5 nuits. Donc, notre durée moyenne en temps normal serait les 4-5 jours. Et oui, on propose de la déco, on essaye d'être toujours un petit peu, parce que justement, si on veut avoir un côté qualitatif dans nos appartements, il y a des choses qu'on veut et il y a des choses qu'on ne veut pas. Et donc, on est toujours en contact avec les propriétaires de nos appartements et on leur propose, on suggère. Et après, évidemment, le dernier mot est toujours du propriétaire. Mais la relation de confiance qu'on a avec eux, je pense que fait en sorte qu'ils nous écoutent et nous aussi, on les écoute énormément. Très bien. On reviendra tout à l'heure pour parler plus précisément du métier. Comme tout le monde le sait, comme tout le monde l'aura compris, c'est un métier qui souffre aujourd'hui du fait du manque de touristes. Et on verra quelles solutions que vous apportez et comment vous essayez d'assister vos clients pour passer ce cap qui est quand même un petit peu difficile et qui nous empoisonne un peu la vie à tous. C'est maintenant au tour de Miguel Ribeiro de Lisbonne Gestion. Bonsoir Miguel. Bonsoir Bernard. Voilà, Miguel est avec nous. Ravi de vous M'entendez revoir, bien, là? Miguel. Vous étiez Super. venu il y a peu pour nous parler d'entreprendre.pt et aujourd'hui, vous allez nous parler de Lisbonne Gestion. Alors, dites-nous en plus, quels sont vos métiers et parlez-nous peut-être aussi un petit peu de votre parcours. Ok, merci Bernard. Bonsoir à tous. Effectivement, aujourd'hui, je suis là pour parler de mes activités personnelles et non pas de entreprendre.pt, même si c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc, pour vous parler un petit peu de moi, donc je suis luso-descendant, donc né en France de parents portugais, mais je vis au Portugal depuis bientôt 28 ans, donc un pays dans lequel je suis arrivé à l'âge de 23 ans. Et où j'ai fait carrière dans plusieurs entreprises françaises implantées ici. J'ai notamment fait partie de l'équipe de démarrage du CTLM au Portugal en 1993 et j'ai été à l'origine des succursales de BNP Paribas Cardiff, la compagnie d'assurance du groupe BNP Paribas, au Portugal, dont j'ai assuré la direction générale pendant 19 ans. Donc, à l'approche de la cinquantaine, en 2019, j'ai décidé de me lancer dans une aventure entrepreneuriale en reprenant et en développant une activité auparavant principalement concentrée sur l'achat, vente et location, qui s'appelle Lisbonne Immo,
qui est une petite agence immobilière que certains connaissent peut-être. Et en reprenant Lisbonne Immo, j'ai décidé de créer une deuxième marque sur ce socle qui est déjà lui-même très riche, et en créant Lisbonne Gestion. Lisbonne Gestion, qui est une société spécialisée dans la gestion locative longue durée et la gestion de syndics de copropriété. Pourquoi? Parce que, alors évidemment, le focus est surtout sur les investisseurs étrangers. Et pourquoi? Parce que j'ai identifié un gros besoin parmi ces investisseurs, notamment français. Aujourd'hui, parmi notre clientèle, nous comptons une bonne, très très grosse majorité de clients français. Et pourquoi? Parce qu'un investissement immobilier à l'étranger, c'est avant tout savoir gérer de façon efficace une multitude d'interlocuteurs dans un contexte juridique, culturel, administratif qui est différent et qui est particulier. Voilà. Donc, ces interlocuteurs peuvent être des locataires, peuvent être l'administration fiscale, le syndic de copropriété, les assureurs, les techniciens de maintenance, etc. etc. Et je me suis vite rendu compte, à travers l'activité immobilière, que beaucoup d'investisseurs étrangers étaient parfois un peu perdus et avaient besoin d'appui pour justement faire le lien avec cette multitude d'interlocuteurs qui ne sont pas une science infuse en soi lorsqu'on maîtrise complètement le contexte culturel et local, mais qui peuvent vite devenir une source d'embarras et de problèmes. Donc, et c'est là où nous essayons de jouer un rôle. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup pour cette intervention et on reviendra tout à l'heure pour parler plus en détail du métier et de votre quotidien. C'est maintenant au tour de Frédéric. À tout à l'heure. C'est maintenant au tour de Frédéric Attard d'Altixia. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir Lisbonne. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. C'est très plaisir d'être là. Alors moi aussi, je suis ravi de vous recevoir et de pouvoir présenter cette jeune société qui fait déjà un peu partie des grandes. Et voulez-vous bien nous parler un petit peu de votre parcours et de votre société Altixia? Un parcours, on va dire, très simple, puisque ça fait plus de 30 ans que je travaille dans la gestion de patrimoine dans une société qui s'appelle Generali Patrimoine, pour laquelle on a créé des produits d'assurance vie. Et à partir de 2018, avec une personne que vous connaissez bien aussi, qui est Sonia Fendler, on a décidé de venir rejoindre une société de gestion qui avait été créée en 2015, qui s'appelait Héraclès Gestion et qui se nomme aujourd'hui Altixia REM, pour la création de véhicules de SCPI et un OPCI, sachant que notre envie d'aller dans cette aventure était surtout d'apporter du nouveau dans ce secteur où on trouvait qu'il y avait des choses vraiment à faire. Et c'est pour ça qu'on a basé Altixia REM sur 3 fondamentaux qui sont à la fois la transparence, la pédagogie et le digital. Alors, je vais rebondir. Vous avez parlé d'Altixia REIM, donc R-E-I-M. Oui. C'est un mot qui revient assez souvent dans l'immobilier collectif des gens qui ont des SCPI. Qu'est-ce qu'il veut dire ou qu'est-ce qui signifie ce REIM? REM, c'est un diminutif anglais qui veut dire en fait société de gestion tout simplement et qui amène en fait la notion de société de gestion dans l'immobilier, c'est spécifique à l'immobilier. Oui, c'est spécifique à l'immobilier. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement une SCPI? C'est une société civile de placement immobilier. C'est la capacité à proposer auprès de différents clients la possibilité de mutualiser les risques à travers justement une société civile qui va, pour le compte des clients qui vont investir, acheter des biens immobiliers et donc amener du rendement. Très bien. Et on entend et on lit que la collecte du livret A explose, que celle de l'assurance vie baisse. Comment ça se passe, la collecte, on va dire déjà au sens général et après peut-être particulièrement chez vous? Au niveau de la collecte, j'avoue que cette année a été une année assez compliquée dans le sens où on pensait justement avoir des conséquences assez importantes au niveau de la Covid.
On a eu un arrêt au mois de mars sur le premier confinement en France. Et puis, sur le deuxième confinement, on a eu un départ assez intéressant en termes de collecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde sur le tableau de marche qu'on avait fixé en tout début d'année 2020, on est dans une baisse de l'ordre de 20 à 30% sur la collecte, ce qui n'est pas plus mal puisque vous savez qu'un des gros avantages en termes de collecte par rapport au SCPI, c'est d'avoir l'harmonisation entre la collecte et l'investissement. Et on a pu investir pendant la période de confinement, le premier confinement, ce qui nous a permis d'avoir des rentabilités très intéressantes. Voilà. OK. Merci beaucoup de cet éclairage. On reviendra tout à l'heure et on parlera plus en détail du métier. Et voilà, on a fait le tour de l'ensemble de nos invités. Je vais maintenant demander à Gérald Proutot de Pierre Premier Gestion de revenir et cette fois-ci de nous parler de son métier et de son quotidien. Voilà. Alors, je dirais mon métier, mais oui. Vous distribuez principalement 3 produits qu'on a vus ensemble. Et voilà, si vous voulez bien nous parler de ces 3 produits et de la spécificité de chacun d'eux. D'accord. Alors on peut les distinguer en deux offres finalement. Une offre en fait qui sont ce qu'on appelle des OPCI professionnels. Les OPCI professionnels, pour les résumer en quelques mots, ce sont des fonds d'investissement qui vont investir dans de l'immobilier physique, de l'immobilier professionnel, ça peut être des murs de commerce, des murs de bureaux. Et la particularité, c'est que le fonds va pouvoir emprunter pour acheter ces immeubles dans des proportions importantes, puisqu'on peut s'endetter jusqu'à 70% de la valeur des immeubles. Donc ça, c'est une grande particularité. Et l'autre avantage, je dirais, en tant qu'investisseur cette fois-ci, c'est que l'investisseur va bénéficier d'une fiscalité qui est celle des valeurs mobilières de placement et non pas celle des revenus fonciers, qui est souvent une fiscalité relativement préjudiciable ou en tout cas qui peut venir alourdir la fiscalité d'investisseurs qui ont déjà beaucoup de revenus par ailleurs ou qui sont dans des tranches marginales d'imposition élevées. Donc, ça, c'est un… Et pour finir sur la partie fiscalité, seule une quote-part de la valeur des actions sera déclarée par l'investisseur au titre de l'IFI, pour ceux en tout cas qui sont éligibles et qui rentrent dans le cadre de l'IFI. Donc ça, c'est pour les OPPCI, pour en faire une grande généralité, à ne pas confondre évidemment avec ce qu'on appelle les OPCI grand public, qui sont plutôt là des produits hybrides. Donc sur ces OPCI, deux fonds. Un fonds qui est dédié à l'immobilier commercial Burger King en France, uniquement en France. Un produit qui a été lancé en juin 2016, qui actuellement détient un peu plus de 100 murs de restaurants Burger King et dont l'actif sous gestion est supérieur à 300 millions d'euros. Donc avec une performance qui est au-dessus en fait de notre promesse investisseur pour le moment, puisque on a un produit d'investissement qui a fait plus de 75% de performance en 4 ans et un trimestre, qui bénéficie également, et ça c'est la grande force de ce fonds, c'est que ce fonds, en fait, les loyers en fait, que perçoit le fonds sont garantis d'une certaine façon par ce qu'on appelle des baux commerciaux, qui sont des contrats de durée de location avec des durées longues, puisque sur ce fonds, les contrats en fait, ont des durées supérieures à 10 ans. Est-ce que c'est votre produit leader? Alors, c'est l'un de nos produits leaders en termes d'encours, mais actuellement, en fait, c'est un produit qui continue d'investir, qui va investir d'ailleurs en 2021, en tout cas, qui va acheter une petite dizaine d'actifs. Il a été depuis, je dirais, non pas supplanté, mais on a créé un petit frère qui s'appelle PPG Retail, qui investit également, lui, dans des murs de commerce en France et dont le principal locataire est une enseigne que beaucoup de Français connaissent bien, qui s'appelle Grand Frais, qui parle d'alimentaire de qualité, en fait, et qui représente actuellement plus de 50% des actifs du fonds en valeur et plus de 50% des loyers du fonds. Et donc, en fait, actuellement, alors, ces actifs avaient été acquis avant Covid et depuis, effectivement, nous cherchons à renforcer en fait ces stratégies d'investissement sur des actifs dont on dit aujourd'hui que sont des actifs résilients, en tout cas, puisqu'ils permettent d'assurer des flux de revenus dans de très bonnes conditions, des flux de loyers, là où on le sait, sur les autres actifs de commerce, les commerces ont été fermés et parfois ça a entraîné des mesures d'accompagnement
des reports de loyer, des annulations de loyer, etc. Là où effectivement des enseignes comme Grand Frais en fait sont restées ouvertes, ont été performantes pendant toute ces périodes de fermeture et ont continué de payer leur loyer normalement. Et Burger King, vous avez vous avez dû renégocier des loyers, faire des aménagements? Alors, avec Burger King, en fait, puis Burger King, je dirais, le master franchisé de Burger King en France, c'est le groupe Bertrand. Nous avons effectivement eu des discussions, mais des discussions qui nous ont permis, en fait, à la fois d'accompagner l'enseigne, tout en, je dirais, mettant en place des mesures qui ont visé à allonger, en fait, si vous voulez, la durée des baux. Voilà. Donc, il y a eu des discussions ouvertes et ça nous a permis d'obtenir un certain nombre de contreparties, notamment dans le cadre de l'allongement de la durée des baux, tout en sachant aujourd'hui que, vous le savez peut-être, mais l'activité de restauration rapide, alors que actuellement les murs de restaurants sont fermés, hein, est une activité qui est très résiliente puisque vous savez qu'il y a la vente à emporter, il y a également les drives, et ces deux moyens en fait de distribution permettent en fait à l'enseigne de maintenir un niveau de chiffre d'affaires, en tout cas qu'elle juge satisfaisante et qui est relativement importante par rapport à d'autres enseignes de restauration traditionnelles. Ok, on va s'arrêter là parce que là, je suis en train de dépasser le timing. Et pendant la table ronde, on reviendra sur votre produit hôtelier puisque c'est une de nos punchlines sur résilience ou pas résilience des hôtels. Katharina de Almeida, c'est maintenant à vous pour reparler de Lisbonne Collection et de votre métier au quotidien. Alors, Alors déjà, est-ce que vous souffrez? Est-ce que c'est vraiment une souffrance aujourd'hui de louer des appartements touristiques à Lisbonne alors que le tourisme s'est effondré? Ou est-ce que vous avez réussi à trouver des solutions, à imaginer des solutions? Comment ça se passe, ce quotidien? Alors, est-ce qu'on souffre? Évidemment, évidemment. Un petit peu comme tout le monde, mais c'est sûr que le tourisme a pris un grand coup avec toute cette situation. Donc, évidemment, on souffre. Mais je pense qu'un petit peu comme tout le monde, on a eu besoin d'une période d'adaptation et on s'est réinventé. On ne s'est jamais arrêté. Depuis le premier jour de confinement, je pense qu'on est resté soudés, chacun chez soi, mais l'équipe est restée très soudée. On a continué on n'a pas voulu baisser les bras, donc on a continué à travailler. On a fait des choses qu'on aurait pu faire dans un autre moment, mais que des fois, on est pris dans le rythme du travail et les choses restent un petit peu. Donc, on en a profité, on a fait des grands ménages dans les appartements, on a fait des travaux dans les appartements, on a fait des travaux de maintenance, on a fait des formations, on a fait des webinars, on a fait un petit peu tout ce qu'on pouvait et on a continué à garder contact avec tous nos partenaires, donc Booking, Airbnb, même si Airbnb en ce moment essaye de changer son fonctionnement et n'est pas au mieux avec les propriétaires des appartements. Mais on a essayé de garder justement tout ce contact avec tous les partenaires pour voir ce qu'ils ressentaient par rapport à leurs clients, ce que nous on ressentait par rapport à nos clients, à nos propriétaires. On a maintenu le contact avec tous nos propriétaires et on s'est réinventé. On a essayé de passer quelques-uns de nos appartements ou ceux qui souhaitaient sur du un peu plus long terme. Je ne vais pas dire du long terme parce que on veut pas faire du long terme. On a des personnes comme Miguel et sûrement d'autres qui le font très bien. Donc c'est pas notre but. Mais on a essayé de se réinventer et donc on a commencé aussi à louer nos appartements pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois. On a eu beaucoup de demandes justement parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu venir se confiner à Lisbonne. Parce qu'entre être confiné à Lisbonne ou être confiné en Irlande ou en Bulgarie, on a un peu plus de soleil. D'accord. Donc là, c'est plutôt des gens qui vous ont sollicité pour 2 mois, 3 mois, des choses comme ça? Oui, ça a été beaucoup ça. Les derniers mois, on
a plus travaillé sur donc sur du 1, 2, 3, 4 mois à peu près. C'est le maximum. Et après, quelques réservations de petite durée, de courte durée, mais ça, malheureusement, très peu. Et vous avez senti un petit rebond pour le 31 ou il n'y a pas eu de rebond touristique du tout? Pas vraiment, pas vraiment. Malheureusement, pas pour nous et pour personne. Le tourisme à Lisbonne, si on compare avec l'année dernière, il a baissé de 60%. Donc, on parle de à peu près 8 millions de touristes en moins au Portugal. Donc, ce n'est pas que nous, c'est tout le monde. Je ne vais pas vous dire qu'on est vide pour le 31, mais est-ce qu'on est par rapport à l'année dernière, est-ce qu'on est comme on voudrait? Évidemment que non. Évidemment non. Donc, pour vous résumer, pendant cette période, vous avez amélioré les sous-jacents, proximisé la relation avec vos propriétaires qui vous confient les choses, et vous vous êtes un petit peu réorienté vers des durées plus longues. C'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement. Voilà. Eh ben, croyez-moi, dans la finance, dans la gestion de patrimoine, on fait exactement la même chose quand on passe une crise. Donc voilà, donc on est vraiment des métiers cousins. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde. Et maintenant, c'est à Maria Magalhães de CAFPI qui s'occupe de CAFPI Portugal. Bonsoir Maria. Bonsoir Bernard, bonsoir Lisbonne et bonsoir bonsoir Paris, la bonsoir France Lisbonne. Aussi. Voilà. Alors, vous représentez CAFPI au Portugal et vous êtes venu vous installer il y a 3 ans. Comment se passe votre développement? Eh bien, écoutez, il y a 3 ans, lorsqu'on est arrivé ici, après une étude de marché et avoir rencontré la Banque du Portugal, nous avions appris que la réglementation, qui n'était pas le cas au Portugal en ce qui concerne les intermédiaires de crédit, allait passer au 1er janvier 2019, d'où l'intérêt pour CAFPI de se développer pour le Portugal, en entendant en plus, bien sûr, tout l'engouement qu'il y a sur le pays. Donc, on s'est installé, non pas sans difficulté, puisque nous avons eu... malgré notre savoir-faire, un refus de la Banque du Portugal. Et nous avons ensuite, par le biais d'un nouvel avocat, pu faire les choses correctement. Nous avons obtenu un accord en novembre 2019. Connu tout de suite derrière le Covid. Et malgré tout, juste après le Covid, eh bien, je ne vous cache pas que ça fonctionne très, très, très bien, puisque les gens sont un petit peu perdus ici. Le métier est complètement différent de la France. La réglementation est différente, l'endettement est différent, les durées sont différentes, les manières de calculer les conditions de financement, d'octroi de crédit sont différentes aussi, ainsi que les conditions de prêt. Ce n'est pas du tout la même réglementation qu'en France. C'est quand même très différent. Nous finançons énormément de Français, mais aussi d'étrangers du monde entier. Donc, il a fallu aussi apprendre un nouveau métier parce que savoir lire des bulletins de salaire, des avis d'imposition d'un peu partout dans le monde, ce n'était pas évident. Et nous rencontrons aujourd'hui un grand succès puisque nos clients nous recommandent fortement auprès de leurs amis, de leurs agents immobiliers qui nous reviennent vers nous puisqu'ils ont besoin d'accompagnement, ils sont complètement perdus. Et ils sont ravis puisqu'on les accompagne dès le début jusqu'à l'acte de signature notariée. Donc, on est présent du début à la fin. On les conseille à tout niveau sur les conditions de crédit, les assurances, quel comité choisir, pourquoi cette banque plutôt qu'une autre. Et cela fait qu'en fait, le message passe très bien, ne serait-ce qu'entre les clients. On a effectivement des accords avec des professionnels de l'immobilier, dont l'accord que nous avons signé avec Safety et Civivesic juste là, à la veille du confinement, avec qui nous travaillons très bien. Mais je dirais qu'aujourd'hui, notre plus grosse recommandation, elle vient de nos propres clients, vraiment. D'accord. Alors, j'ai deux petites réflexions à vous faire qui sont un petit peu des questions aussi. En termes de clientèle, vous avez une clientèle plutôt étrangère, j'entends par étranger non portugaise, qui a l'habitude du courtage de crédit, ou ça s'équilibre avec une clientèle portugaise qui, elle, n'a pas l'habitude du courtage de crédit et qui le découvre à travers vous?
Alors, comme je vous le disais, le métier en ce qui concerne le courtage de crédit a été réglementé en janvier 2019. Donc, c'est vraiment très récent, très, très récent. Donc, les Portugais n'ont pas l'habitude de ça. Nous, effectivement, de par le réseau français, on capte énormément de clientèle puisque tous nos collaborateurs en France savent que KFP est implanté au Portugal et vu l'engouement qu'il y a pour le Portugal, nous renvoie beaucoup de clients lorsqu'ils demandent tout de suite un financement sur le Portugal. On capte aussi des clients par notre site internet au niveau mondial. Il n'y a pas que des Français, il y a énormément de Français, mais il y a énormément d'étrangers du monde entier. Et en ce qui concerne les Portugais, aujourd'hui, nous avons effectivement des collaborateurs portugais qui recherchent la clientèle portugaise. Et effectivement, vu qu'en plus, le service est complètement gratuit, puisqu'au Portugal, la Banque du Portugal nous interdit de prendre des honoraires aux clients, le service étant complètement gratuit, le client commence à y venir et on commence à augmenter aussi notre clientèle portugaise. D'accord. Alors, très rapidement, et juste avant de passer à la personne suivante, en préparant l'émission avec vous et Maurice Assouline, il m'a dit, je vais répéter ces mots, si les gens ne sont pas ennemis de leurs intérêts, c'est par nous qu'ils doivent passer. Donc, j'ai trouvé cette phrase très belle et je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette phrase. Je vais laisser Maurice répondre, puisque c'est lui qui l'a… C'est très simple. Imaginez un emprunteur, et puis je présume que tous les auditeurs sont déjà passés par un établissement bancaire où on fait le tour de piste pour pouvoir comparer le meilleur service, le meilleur crédit. Est-ce que c'est du taux fixe, du taux variable? Quelle est la meilleure durée? Est-ce qu'il faut prévoir un remboursement par anticipation parce qu'il y a un héritage? C'est très compliqué de faire le tour du Portugal ou le tour de France. Donc, nous sommes au Portugal, parlons du Portugal. C'est compliqué d'aller consulter au même moment 10 établissements bancaires pour connaître les meilleures conditions. Le côté très sympathique qui est au Portugal, bon, à notre détriment, mais c'est le concept et on joue le jeu, c'est qu'ici, toutes les démarches sont gratuites vis-à-vis de l'emprunteur. L'emprunteur ne paye absolument rien. Donc, nous sommes là pour l'écouter, pour l'accompagner, pour négocier. Et nous proposons les services de tous les établissements bancaires. C'est un gain de temps énorme pour le client. Ça lui évite effectivement de comparer à droite à gauche. Donc voilà, c'est pour cette raison que je pense que s'il n'est pas ennemi de ses intérêts, c'est beaucoup plus facile d'aller voir un professionnel de l'intermédiation du crédit de façon à ce que lui recherche pour l'emprunteur les meilleures solutions et les meilleures conditions. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Entre-temps, il y a Marc Toiti qui nous a rejoint. Bonsoir Marc. Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous Marc? Ça va et vous? Tout va bien. Bonne fête. Hein. Merci beaucoup. Tout se passe bien. Alors, hein. J'en profite qu'on va échanger un petit peu. Et juste avant, je voudrais signaler à nos auditeurs qu'il nous reste encore quelques livres disponibles dans ceux que vous avez bien voulu mettre à notre disposition pour leur offrir. Et je voudrais aussi rappeler à certains auditeurs que le livre, c'est un vrai livre. Donc, s'ils ne nous envoient pas leur adresse postale, on ne va pas pouvoir leur envoyer. Ce n'est pas un livre en PDF, oui. c'est un vrai livre. Donc, on a bien surtout vos adresses Internet la dédicace avec. quand vous nous écrivez. Voilà. Et on vous a répondu à tous. N'oubliez pas, pour ceux qui ont un peu négligé, de nous renvoyer votre adresse postale et le livre vous sera envoyé. Donc, justement, dans ce livre, Marc, il y a un chapitre que vous consacrez à l'immobilier et qui va un petit peu nous servir on va dire, de point de départ ou de point de vue économique pour notre table ronde de tout à l'heure. Alors, vous avez un sentiment qui a été écrit dans ce livre sur l'immobilier. Maintenant, ce livre, je pense que vous l'avez écrit entre juin, juillet, août, puisqu'il est sorti, au mois de septembre. Alors, ma première question, avant de parler de ce sentiment ou de votre perspective, est-ce qu'elle a évolué ou est-ce que votre sentiment a changé après 6 mois de Covid? Parce qu'il s'en est quand même passé des choses. Oui, non, alors tout à fait. Non, ce que j'évoquais effectivement dans le livre reste d'actualité. Hein. Alors, d'abord, un premier point très important. N'oublions jamais que l'immobilier, effectivement, est vraiment l'un des placements les plus favorisés des Français et c'est l'un des meilleurs placements historiques. Sur long terme, effectivement, l'immobilier
reste le meilleur placement. Et puis surtout, pour ceux qui ne sont pas déjà propriétaires, parce qu'effectivement, avoir son bien immobilier, c'est une protection contre toutes les difficultés, on va dire, du troisième âge, voire du quatrième âge. Et donc, c'est évident que même si les prix sont élevés, quoi qu'il arrive, il faut tout faire pour être propriétaire de ce logement. Ça, effectivement, il y a aucune équivoque. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le livre, je le dis bien, cette bulle ne doit pas, enfin, parce que effectivement, je vais l'expliquer, mais selon moi, il y a une bulle immobilière qui s'est formée. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'acheter de l'immobilier. Simplement, l'idée est de savoir, c'est quoi une bulle? Donc, que ce soit sur les marchés boursiers, sur les marchés obligataires ou sur les marchés immobiliers, la définition est la même. Une bulle, c'est quand le prix des actifs, la valeur financière des actifs, si vous voulez, va trop loin par rapport à la réalité économique. Donc, si aujourd'hui je regarde effectivement ce que j'explique dans le livre, la réalité économique de l'immobilier français, notamment au travers du revenu des ménages, on n'a jamais eu un écart aussi important entre l'évolution des prix des logements et l'évolution des revenus des ménages. Et a fortiori avec cette pandémie, avec cette récession, puisque les revenus des ménages ont, dans le meilleur des cas, stagné, voire baissé. On a déjà les premiers chiffres. Il faut savoir qu'on estime qu'il y a environ 1 million de personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté en France, malgré toutes les aides qu'on a pu avoir. Donc, c'est bien ça qu'il faut prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, comme les prix de l'immobilier sont extrêmement élevés en France, alors je sais bien qu'il y a des micro-marchés, etc. Moi, en tant qu'économiste, c'est mon rôle de dire que les prix aujourd'hui ont été trop loin par rapport à la réalité économique des Français, c'est-à-dire leurs revenus. Donc, pour donner un exemple simple, c'est ce qu'on appelle effectivement l'indice de Friggit, mais sans entrer dans le détail, on a un niveau normal d'écart, si vous voulez, entre le prix des logements et le revenu des ménages, le revenu disponible des ménages, qui est depuis les années 60 jusqu'aux années 2018-2019, en moyenne, c'est à peu près 1, pour faire simple. Aujourd'hui, si je prends la moyenne nationale, on est sur un niveau de 1,7, c'est pour vous montrer l'ampleur du décalage. Et si je prends Paris, on est à 2,8. Et là où la bulle est la plus forte, c'est à Lyon, où là, on est à 3,2. Donc là, encore une fois, ce sont des chiffres économiques. C'est-à-dire que l'écart aujourd'hui entre les prix des logements et le revenu des ménages n'a jamais été aussi élevé en France. Voilà, ça, c'est une réalité économique et on n'y peut rien changer. Maintenant, le problème des bulles, c'est que même quand on a raison, supposons que vous ayez raison, Marc, ça peut se rétablir et ça peut revenir dans la moyenne que dans 5 ans ou dans 6 ans. C'est-à-dire que c'est ça qui est... la bulle, elle est là, mais rien dit qu'elle va éclater demain. Exactement. C'est ça qui est très important parce qu'en fait, ce que j'explique dans le livre également, c'est de dire comment cette bulle peut continuer finalement, malgré que les revenus ne sont pas là. Il y a une raison très simple, c'est les taux d'intérêt. C'est-à-dire que ce qui permet justement aux ménages donc de remboursement, vous savez qu'on a un ratio de surendettement de 33% de l'ensemble des endettements par rapport à son revenu. Donc, ce qui permet de continuer, c'est que justement les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Ils ont un petit peu augmenté, mais clairement, ils sont extrêmement bas. Donc, c'est ce qui permet justement aux ménages de continuer de s'endetter. Donc, c'est ce que j'évoque dans le livre, que c'est une des thèses que j'évoque dans le livre, c'est que les taux d'intérêt, donc des obligations d'État déjà, et puis ensuite évidemment des taux de crédit, vont un petit peu augmenter en 2021. Pas énormément, mais vont un petit peu augmenter. Et ça a d'ailleurs déjà commencé parce que, comme vous le savez, le coût du risque dans les banques a augmenté. Et donc, quand le coût du risque dans les banques augmente, mécaniquement, elles resserrent un petit peu leurs conditions de crédit. Et donc, c'est ce qui fait que mécaniquement, elles sont obligées d'augmenter un petit peu leur taux d'intérêt sur les crédits, notamment immobiliers. Donc ça, c'est un premier point très important. Si les taux d'intérêt augmentent, même de façon très limitée, même de 0,5%, c'est quasiment rien, mais ça va effectivement inverser la tendance. Deuxième point très important, la personne ne l'évoque, c'est le taux d'endettement des ménages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, c'est vrai que pendant des décennies, les Français étaient souvent parcimonieux. Ils n'osaient pas trop s'endetter, ils avaient un peu peur. Or là, depuis donc quelques années, mais ça s'est renforcé évidemment en 2020, tenez-vous bien, l'endettement des ménages, l'ensemble des crédits par rapport aux revenus des ménages est de 105%. En France, pour les ménages, je précise, c'est du jamais vu. Jamais vu. Donc, voilà la difficulté, c'est qu'on a une situation où, malheureusement, on a une récession, on a du chômage qui augmente, on a encore eu les chiffres ce matin sur le mois de novembre en France. Malgré toutes les aides, ça augmente. Donc, si le chômage augmente, les Français sont fragilisés, donc ils vont avoir du mal à rembourser leurs endettements. Et donc, c'est à partir de là
qu'on risque d'avoir des situations où les ménages surendettés, même si les taux d'intérêt sont bas, vont devoir vendre leur logement ou leur appartement ou leurs investissements pour justement se renflouer et rembourser leur crédit. Ça, c'est une donnée économique qui, malheureusement, c'est vérifié dans l'histoire. C'est toujours comme ça que les bulles immobilières se dégonflent. Alors, ça ne veut pas dire que ça va éclater, que ça va être comme on avait vécu en 91-98. Non, mais néanmoins, aujourd'hui, les prix des logements doivent baisser. Et encore une fois, ce n'est pas un drame s'ils baissent, parce que si les prix baissent, ça permet de resolvabiliser la demande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de ménages, notamment des primo-accédants, qui ne peuvent pas acheter parce que les prix sont trop élevés. Si les prix baissent un peu, eh bien, ces primo-accédants vont pouvoir revenir sur le marché. Et donc, ça va dynamiser le marché. Donc, une petite baisse des prix, enfin, petite, de l'ordre de 10 à 15%, ce n'est pas dramatique. Ça permet de resolvabiliser le marché. Par contre, c'est clair que pour les investisseurs, sur le long terme, il n'y aura pas de problème. On retrouvera notre Alors, on ne vous entend plus, Marc. Marc? Par rapport à votre… il est bouche bée, Bernard, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à… Il est revenu, il revient. Ah, c'est bon. Je crois. Il y a eu un arrêt sur image, je me surveille. Si je peux me permettre d'intervenir. C'est ça les joies d'Internet et les joies des problèmes techniques. Avant de lancer le débat, si on peut finir sur la présentation des solutions. Oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. OK, donc merci Marc de cette intervention. Avec plaisir, bonne continuation et puis surtout, bonne fête de fin d'année. Et puis bon, vous savez, je viens de terminer mon papier du bilan de l'année 2020 qui est sur capital.fr, si vous voulez, je l'appelais 2022 l'an foiré. C'est-à-dire c'est une année foirée complètement. Donc espérons que pour le 2021, ça sera l'an joué, parce qu'on va effectivement redémarrer sur de bonnes bases. Voilà. Donc, OK, merci pour ce bon mot. À très bientôt et portez-vous bien, Marc. Merci, vous aussi. Et maintenant, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Marc. Comme le disait Frédéric, on revient vers Safety avec Sandra Renman. Sandra, vous êtes parmi nous? Sandra. Bonsoir. Bonsoir, Sandra. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, tout le monde. Coucou, Sylvie. Voilà. Alors, donc, vous faites partie du réseau Safety, comme Sylvie, et vous allez un peu nous parler plus du quotidien. Donc, vous travaillez en France, plus spécifiquement en Île-de-France. Comment se passent les choses et comment se passe une journée type d'un membre du réseau Safety? Comment se passe une journée type d'un membre du réseau Safety? Alors, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment le client, le projet du client. Bien au-delà d'une vente, c'est le projet du client, c'est l'accompagner, lui permettre de réussir ce projet-là. Comme le disait Sylvie, c'est à nous d'aller les chercher. Donc, c'est nous qui sommes proactifs par rapport à ça, à travers effectivement le réseau Safety, à travers nos partenaires, nos prescripteurs, à travers notre réseau personnel, les commerçants, nos amis, beaucoup en ce qui me concerne, à travers des clients contents qui font de la recommandation. Voilà, donc c'est rencontrer nos clients dans un premier temps, connaître leurs projets, détecter déjà des projets, les connaître. Ensuite, bien entendu, pour ceux qui veulent mettre en vente maintenant ou dans les semaines à venir, c'est leur fournir une étude de marché. Alors, tout le monde appelle ça une estimation. Moi, je n'appelle pas ça une estimation, j'ai vraiment envie d'appeler ça une étude de marché. Parce que pour rendre un prix, je fais réellement une étude de marché pour pouvoir comparer ce bien-là par rapport à tous les autres et ne pas se tromper sur le prix. Donc, ce n'est pas seulement une estimation. Et puis ensuite, s'en suivent tous les dossiers à préparer. Alors là, on parle d'une vente, on parle d'une mise en vente, donc tout le dossier à préparer en amont, avec les diagnostiqueurs, avec la banque aussi, pour s'assurer que le projet de vente de mon client est viable, s'assurer que c'est bien possible avant de le mettre à la vente. Voilà, beaucoup de choses, enfin, énormément de préparation. Vous collaborez avec CAFPI? Ah oui, depuis 8 ans en ce qui me concerne. Depuis 8 ans? Depuis 8 ans en ce qui me concerne, avec CAFPI de ma ville.
donc de Courbevoie. Alors moi, je suis vraiment sur l'Île-de-France, l'Ouest parisien particulièrement. Je suis au pied de la Défense, donc le plus grand quartier d'affaires européen. Mais pour CAFPI, je travaille avec CAFPI Courbevoie depuis 8 ans. Ok. Je sais que vous avez une collègue d'Algavre qui s'est connectée aussi, Émilie Iliaker. Donc, Émilie, est-ce que vous êtes là? Émilie? Non, Émilie n'est pas là. Si, elle est là. Elle est là, mais... Juste un problème de micro. Elle a un problème de micro, là. Alors, peut-être en attendant, on peut donner la parole à Camélia, qui est sur Lisbonne. Allez, Camélia, si vous êtes là. Je suis là, Bernard. Bonsoir. Bonsoir, Camélia. Alors, Bonsoir. vous êtes membre du réseau SAFTI, donc vous êtes venu à 4, un peu comme les drôles de dames, même une de plus que les drôles de dames, et vous êtes sur Lisbonne. Oui, moi je suis sur Lisbonne. Donc alors, comment ça se passe sur Lisbonne déjà? Quel est votre sentiment? Alors, ce marché sans touristes, est-ce que ça ralentit ce marché? Alors, ça ralentit, oui, mais par contre, ça ralentit dès lors que nous n'avons plus de touristes, nous n'avons plus d'investisseurs étrangers qui ne peuvent pas se déplacer quand ils le souhaitent, comme ils le souhaitent, qui sont en attente de pouvoir investir. Et donc, ce que je constate, c'est que nous travaillons beaucoup plus avec des locaux, avec des Portugais. Et moi, personnellement, je réside et je travaille beaucoup dans le centre de Lisbonne, tout près du lycée français, des Amoreiras, vraiment du centre. Et ce que je constate aussi, c'est que dès lors que nous avons à la vente des biens qui sont au prix juste, ces biens-là se vendent à ce prix-là. Donc, il n'y a pas de baisse réelle que je constate. À part un domaine qui est complètement sinistré, qui sont les commerces et tout ce qui a trait aux boutiques et autres restaurants qui, pour l'instant, sont complètement mis en attente. Pour le reste, le marché ralentit d'une part fonction donc, encore une fois, d'une clientèle étrangère qui n'est plus là, et aussi du ralentissement de l'acquisition des Portugais quand ils doivent avoir recours effectivement à un crédit. Donc ça, c'est un petit peu plus long. Et puis de la prise de décision aussi, due à la situation économique qui est aussi celle qu'on connaît en France. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais en tout cas équivalente. Ok, merci beaucoup. On repasse maintenant à Miguel Ribeiro de Lisbonne Gestion. Miguel, c'est à vous. Bonjour. Alors, je vous laisse nous expliquer notre métier, qui sont vos clients, à qui vous adressez-vous. Si j'ai bien compris, vous avez 3 métiers, la gestion de propriété, le syndic de copropriété et la gestion locative. Exactement. Alors, donc, en fait, pour résumer tout ça, Lisbonne Gestion est une société de services spécialisés dans l'accompagnement, le suivi de particuliers qui sont détenteurs de biens immobiliers au Portugal et principalement dans la région du Grand Lisbonne. Donc, notre objectif, c'est de libérer les propriétaires de tous les tracas qu'ils puissent avoir avec leurs biens. Alors, aussi bien leur bien principal, notamment en faisant souvent, et ça c'est un sujet qui revient très très régulièrement, ce sont la représentation dans les syndics de copropriété, puisque comme beaucoup autour de la table le savent, les syndics de copropriété ne sont pas au Portugal un exemple de structuration merveilleuse, je dirais. Il y a énormément de difficultés parfois, mais également et surtout, notre focus, on s'occupe de leurs biens immobiliers qui sont en gestion locative. Donc en fait, c'est les aider à passer outre et avec succès les étapes clés d'un investissement locatif réussi. Et en fait, les étapes clés au Portugal, donc, nous avons ressenti ce besoin puisque la gestion locative structurée telle qu'on la connaît en France n'existe pas dans les mêmes termes ou avec la même expression au Portugal. Et les étapes clés sont la sélection des locataires notamment, au niveau du profil, au niveau de la solvabilité, la préparation du bien,
Donc, on les aide à avoir un produit attractif dans un marché qui aujourd'hui est devenu ultra concurrentiel. Donc, j'écoutais Katharina tout à l'heure et effectivement, les difficultés de l'allogement local poussent aujourd'hui beaucoup de gens à vouloir remettre leurs biens en gestion locative longue durée. Mais ce n'est pas toujours très évident puisque malgré une baisse assez spectaculaire des loyers sur Lisbonne au cours de l'année 2020, malgré cela, il y a des biens qui sont très difficiles à placer puisque ce sont des produits très touristiques et notamment ne correspondent pas aux attentes et aux besoins de la location longue durée. Pour vous donner un exemple très, très concret, les appartements touristiques qui sont localisés par exemple à Alfama, ils ont beau être très jolis, très bien équipés, bien souvent ils ne sont pas très simples à louer parce que les accès ne sont pas idéaux. C'est très bien pour passer quelques jours de vacances à Lisbonne, mais pour y vivre à long terme, c'est un peu plus compliqué. Donc nous aidons nos propriétaires. Donc aujourd'hui, nous gérons plusieurs dizaines d'appartements en location et nous les aidons donc à promouvoir leurs biens dans un contexte très, très concurrentiel. Merci. Alors, pour parler un peu des loyers. Je suis obligé de vous arrêter, autrement on va déborder, mais on y reviendra dans la table ronde sur le sujet des loyers. D'accord? Et maintenant, Frédéric Attard qui revient avec Altixia. Alors, j'ai ma collaboratrice qui m'avait dit que je ne vous avais pas complètement répondu sur REIM, c'est gestion d'investissement immobilier, mais c'est de l'anglais, donc Real Estate Investment, excusez-moi mon anglais. Donc voilà, je réponds précisément à votre question de tout à l'heure. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse avant de présenter les produits, si vous me laissez le temps. C'est que je voudrais quand même qu'on retienne que cette année n'est pas si catastrophique que ça. Je parle en dehors je parle au niveau financier. On a aujourd'hui des performances qui sont quand même, je représente un petit peu tout ce qui concerne les fonds collectifs. On a aujourd'hui des performances qui sont quand même très, très, très intéressantes sur l'ensemble des fonds collectifs qui sont diffusés aujourd'hui en France. Et je pense qu'avec le taux d'épargne qu'on a aujourd'hui, il est intéressant de passer par un métier qui est la gestion de patrimoine pour pouvoir véritablement avoir les meilleures solutions d'investissement. Voilà, je voulais dire ça parce que je sais que c'est une période où on va très vite dans le catastrophisme et je pense que l'optimisme doit être aussi de mesure parce que les rentabilités sont là et les performances sont là alors qu'on pensait après le premier confinement que les performances n'allaient pas être là. Alors, en préparant l'émission, on a vu que vous aviez 3 produits, Altixia Commerce, Cadence 12 et Altixia Valeur. Exactement. On a 2 SCPI et un OPCI. Les 2 SCPI, il y a une SCPI diversifiée qui s'appelle Cadence 12, qui est une SCPI qui était à la demande des clients de pouvoir distribuer des revenus mensuels. Elle va finir l'année d'ailleurs avec une performance de 5,13 net pour le client. Et une autre SCPI, qui est une SCPI Altixia Commerce, qui est, comme son nom l'indique, spécialisée dans les commerces de proximité, qui va finir l'année avec une performance de 5,05 et donc performances qui sont aujourd'hui extrêmement intéressantes pour tous les investisseurs qui veulent investir dans la pierre papier. Plus un OPCI qui a démarré en fin d'année dernière et qui va aussi donner une performance extrêmement intéressante puisqu'on va être aux alentours des 5,50 et qui aujourd'hui est constitué notamment de 2 hôtels qui vont ouvrir à partir de juin 2021 et d'autres investissements qui arrivent en fin d'année pour pouvoir faire de la plus-value. Cette OPCI est une des premières aujourd'hui sur le marché français à aller chercher de la valorisation, c'est-à-dire de la plus-value et non pas du rendement, comme les 2 autres SCPI que j'ai présentés précédemment. D'accord. Donc, à vous écouter, on voit que dans l'immobilier, bon, on en parlera tout à l'heure pendant la table ronde, mais c'est un petit peu comme sur les marchés financiers. On a des secteurs qui résistent très bien et qui, je n'irai pas jusqu'à dire qui surfent sur la vague du Covid, mais en tout cas qui passent plutôt bien ce problème et d'autres qui s'effondrent. La dernière personne qui va nous faire un éclairage avant qu'on commence à parler tous ensemble, c'est Grégoire Linder de Reiser. Bonsoir Grégoire.
Bonsoir Bernard. Alors, je ne vais pas présenter Riser parce que vous faites partie de l'émission et vous êtes un peu comme à la maison et vous êtes avec nous tous les 15 jours. Donc, nos auditeurs connaissent maintenant très, très bien la plateforme Riser de crowdfunding immobilier. Mais vous allez nous parler un petit peu des promoteurs. Donc, les promoteurs, vous les fréquentez au quotidien, vous sélectionnez leurs projets et vous déposez les projets qui vous semblent bons sur la plateforme. Qu'est-ce qui remonte un peu des promoteurs? D'abord, est-ce que la promotion s'est effondrée? Est-ce que les prix baissent? Est-ce qu'ils ont du mal à vendre? Est-ce qu'ils vous appellent un peu affolés en disant on ne pourra pas rembourser au bon moment? Qu'est-ce qui vous donne comme perspective pour l'année 2021? On va plus construire en 2021 qu'en 2020, moins construire, autant. Voilà, le sujet est très vaste et puis je vais vous laisser un petit peu nous détailler tout ça et nous expliquer tout ça. C'est à vous. Merci, merci Bernard. Ce qu'on constate, c'est le retour de nos promoteurs, c'est pour l'instant, enfin, les dernières années, une augmentation des prix. Ce que disait Marc Toiti était totalement juste. On est presque sur une phase de bulle, puisqu'il y a eu énormément d'augmentation de prix continue sur les 15-20 dernières années. Et là, depuis, on va dire, mars 2020, cette année un petit peu particulière, on a eu tous un petit peu peur de ce crack immobilier. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu pour deux raisons principales. La première, c'est le maintien de ces taux bancaires bas pour les acquéreurs de logements. Donc, on peut toujours emprunter à taux bas. Effectivement, ça pourra peut-être remonter, mais ça restera relativement bas, même si ça remonte, ça ne sera que modéré. Et surtout, il y a eu un fait important, c'est qu'il y a eu une baisse de la production de logements neufs en France. Alors en France, et c'est peut-être possible aussi dans d'autres pays en Europe, mais en tout cas, ça a été très marqué en France. On l'explique pour plusieurs raisons, cette baisse de production de logements neufs. C'est d'abord, eh bien, tous ces promoteurs, ils passent par la case services urbanisme des mairies pour obtenir leur permis de construire. Et ces services urbanisme, c'est des services petits ou gros en fonction de la taille de la ville dans laquelle le promoteur fait son opération, mais en tout cas qui ont très mal géré le télétravail, le fait de donner des permis à distance. Et en fait, ils ont complètement décalé les délais d'obtention des permis. Donc, on a eu en moyenne entre 3 et 9 mois de décalage dans les procédures d'obtention des permis de construire des promoteurs en 2020. Donc ça, c'est un premier effet. Après, il y a eu un deuxième effet qui est beaucoup plus politique, qui est la mainmise de nouveaux partis écologistes sur les grandes agglomérations en France, donc Lyon, Marseille et Bordeaux. Et là, avec des politiques très claires, dire on va bloquer un certain nombre d'opérations de promotion immobilière parce que ça ne correspond pas à notre idéologie ou parce qu'ils veulent réorienter les typologies de promotion sur d'autres sujets. Et il y a eu un vrai blocage avec un arrêt net des nouveaux permis de construire. Donc, ces éléments ont fait que ça a complètement bloqué. Alors, il y a eu, oui, pardon, j'ai oublié un troisième élément. Ça, c'est pour les permis qui avaient déjà été obtenus, un ralentissement sur la phase des travaux. Parce que les sous-traitants, les entrepreneurs qui réalisé des travaux, eux aussi, ont dû travailler avec des contraintes Covid, moins de personnel sur les chantiers, et aussi beaucoup de problématiques pour obtenir les fournitures, des matériaux qui viennent parfois de loin, d'Asie, des problèmes de fret, et du coup des décalages sur l'obtention de ces fournitures qui ont décalé du coup la construction des immeubles et la livraison de ces immeubles. Donc cet effet a fait qu'il y a eu du coup une baisse très forte et qui va perdurer encore sur 2021 du nombre de logements neufs produits en France. Avec de l'autre côté une demande qui est toujours en hausse, avec une demande intrinsèque de gens qui déménagent, des gens qui divorcent, des gens qui font des enfants, et avec forcément une demande soutenue de Français qui ont besoin de se loger. Donc pour l'instant, c'est l'ensemble de ces éléments fait que ce sont des prix qui sont maintenus sur 2020. Alors toujours, on va regarder, il y a différentes zones, c'est-à-dire le centre-ville des grandes agglomérations n'ont pas trop bougé, voire même certaines agglomérations, ça continue de monter. Les premières couronnes
ont même augmenté parce qu'il y a eu même un effet. Maintenant, on va chercher des logements, voire des maisons en première couronne des grandes villes parce qu'on en a marre d'être confiné dans des appartements de petite surface dans les centres-villes. Voilà, donc il y a eu cet effet aussi là peut-être changer un petit peu les habitudes de logement et une poussée notamment des premières couronnes des grandes villes sur des logements avec des surfaces, des extérieurs, des jardins idéalement ou des terrasses. Ok, merci beaucoup. Eh bien, maintenant, on va passer plutôt à un échange entre nous tous sur quelques sujets. Et le premier sujet sur lequel je voudrais venir, c'est dans ces secteurs un peu différents, qui constate une vraie baisse des prix, c'est-à-dire que voilà, qui voit vraiment devant lui une vraie baisse des prix. Et là, je m'adresse particulièrement à Gérald Proutot sur ce fonds d'hôtellerie. Est-ce qu'on constate que les prix des hôtels baissent? D'abord, est-ce qu'il y a des hôtels à vendre? Est-ce qu'il y a des hôtels qui font faillite? Est-ce qu'il y a des hôtels qui doivent être vendus parce que du fait de la fermeture ou du fait du manque de touristes, ils ne peuvent plus? Et aussi à Katharina, dans ces logements touristiques, est-ce que certains des propriétaires disent bon ben moi j'ai un crédit en face, il faut que je vende parce que si j'ai pas de revenus, ou alors j'avais acheté ce bien pour me faire un complément de retraite et maintenant c'est 1 000 € par mois ou c'est 2 000 € par mois que j'avais me manque et je peux pas vivre sans, donc je dois trouver une solution. Gérald Proutot, Katharina, une réflexion là-dessus, Oui, quelque chose à nous dire? quelques éléments de réponse peut-être, Bernard. Pour le moment, en tout cas, et d'une manière générale, je pense qu'il est beaucoup trop tôt en fait pour voir des baisses sur les actifs hôteliers. D'une part parce que en général, les gens qui les détiennent, je parle des investisseurs en détiennent un certain nombre, ils ont pu bénéficier également de mesures d'accompagnement, tant sur les loyers que des mesures de chômage partiel sur l'activité. Donc je pense qu'il est un petit peu trop tôt d'une manière générale. En tout cas, pour ce qui nous concerne, puisque nous sommes positionnés sur le segment du super économique, c'est-à-dire le segment 1 étoile. Sur le segment 1 étoile, en fait, il y a peu de biens à la vente et en tout cas, les prix constatés ne baissent pas et pour une raison relativement simple, c'est que l'activité elle-même est une activité qui a bien résisté en 2020. Alors certes, les taux d'occupation sont en baisse par rapport à 2019, mais les prix moyens se sont maintenus et pour une simple et bonne raison, c'est que en fait, ce sont des hôtels qui sont positionnés sur une clientèle domestique, donc pas sur une clientèle internationale touristique. Ça, c'est la première des raisons. L'autre raison également, c'est qu'on est sur un segment économique, donc on est sur des prix moyens de chambre à 30 € environ, avec souvent des services associés dans les hôtels, comme par exemple une cuisine commune, des éléments de service complémentaires qui vont finalement venir concurrencer en fait le marché du Airbnb, mais avec des services hôteliers. Voilà. Donc pour le moment, en tout cas, on peut dire qu'il y a une forme de résilience sur l'activité, puisque pour ce qui nous concerne, les taux d'occupation se maintiennent à des niveaux de l'ordre de 50%. Donc une activité qui reste rentable malgré tout, et un certain nombre d'investisseurs, professionnels ou non d'ailleurs, qui se sont un petit peu écartés des segments 3 à 4 étoiles pour venir justement regarder ce segment qui résiste particulièrement bien de manière historique, hein, puisque quand on regarde des périodes à partir des années 2000-2005 et ensuite la crise 2011-2012, eh bien on voit que ce qu'on appelle le RevPAR en fait pour l'hôtellerie, que le RevPAR a légèrement progressé même par rapport aux autres segments qui généralement sont beaucoup plus volatiles, je dirais, quand il y a des troubles sociaux, des crises, des grèves, etc. Ok, merci. Katharina, vous avez un éclairage à nous donner? Alors, nous, de ce qu'on a comme, de ce qui s'est passé directement avec nous, on n'a pas eu de propriétaires qui ont voulu vendre. Aucun. D'accord. Aucun. On a un propriétaire qui veut vendre, mais il voulait déjà vendre, donc rien à voir avec la crise sanitaire. Qui, je pense, est à peu près au même point qu'il l'était avant la crise sanitaire. Donc, il n'y a pas eu d'influence par rapport à ce propriétaire-là. Après, la baisse des prix, oui, il a fallu qu'on baisse un petit peu les prix de notre unité, évidemment. Et pour tout ce qui est réservation mensuelle, il a fallu qu'on adapte nos prix
sur des prix plus bas, respectant évidemment ce que le propriétaire souhaitait et la qualité, je le redis, et la qualité de l'appartement. Mais il a fallu qu'on les adapte, qu'on adapte les prix de façon à ce que pour quelques-uns, ça leur paye au moins le crédit. Mais on n'a pas eu beaucoup de cas qui nous disent vraiment baisse, heureusement. Aussi peut-être parce que nos propriétaires, c'est des Français, pour la majorité, c'est des Français, c'est des Américains, on a aussi des Portugais. Donc peut-être que il y a eu cette influence aussi d'avoir des clients qui n'ont pas recours ou qui n'ont pas tous recours au crédit. Donc, on n'a pas eu cette nécessité de baisser énormément les prix. Frédéric Attard d'Alticia, vous avez une remarque sur ce sujet? Il y a un peu d'hôtels dans certains de vos fonds? Oui, sur l'OPCI, il y a 2 hôtels en construction à Tours, qui sont 2 Hilton, 3 et 4 étoiles. Je voudrais juste, par rapport à cette question qui est quand même très intéressante, sur le fait qu'aujourd'hui, on a au sein d'Altixia un service investissement. Et c'est vrai que quand la crise est arrivée, on a commencé à se frotter les mains en disant on va faire des super affaires puisqu'on va avoir une baisse des investissements. À ce jour, on a à peu près entre 50 à 60 dossiers d'investissement. Sur les 50-60 dossiers d'investissement par mois, on va en retenir 1 ou 2. À ce jour, sur ces 50-60 dossiers d'investissement, on n'a noté aucune baisse notable. Et je vous le dis clairement, il n'y a pas de baisse ni dans les commerces, ni dans les bureaux aujourd'hui en France. Donc, cette baisse, et quand on parle de bulle immobilière, de crack immobilier, moi, ça me fait un petit peu sourire. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on ne vit pas une crise comme par le passé qui est structurelle, elle est conjoncturelle, elle est due à ce virus. Donc, je pense qu'on l'a vu d'ailleurs quand on a arrêté le confinement, la croissance est repartie de façon très forte. D'ailleurs, on a aujourd'hui des indices qui restent très bons. Donc, attention à être pas trop à la par rapport à l'immobilier. On parlait tout à l'heure notamment au niveau des travaux. On a aujourd'hui 2-3 dossiers dans tout hôtel dans le PCI. On a 2 mois de retard aujourd'hui sur les travaux. Sur l'immobilier professionnel, on n'a pas énormément connu de retard par rapport à ces travaux. Alors, je ne veux pas faire trop optimiste, mais je veux quand même qu'on mette les choses à leur juste place, c'est-à-dire de se dire aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comme l'a dit Marc Toiti tout à l'heure, l'immobilier reste un investissement et un véhicule sûr et rentable encore aujourd'hui pour les investisseurs. D'accord. Et David Calfon, il n'y a pas très longtemps, l'action Airbnb a été introduite sur les marchés financiers. Ça s'est plutôt bien passé, en tout cas mieux passé que ça avait été prévu. Le prix a été réévalué. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu un signe, comme la bourse, c'est toujours le prix futur, c'est-à-dire quel prix est-ce qu'on pense que ce titre vaudra dans 1 an ou dans 2 ans, et on essaye de s'ajuster par rapport au prix futur. Donc, si l'introduction se passe plutôt bien, si la valeur est plutôt haussière dans son démarrage, ça veut dire que les investisseurs pensent un peu ce que dit Frédéric Attard, que c'est très conjoncturel. Ça va mettre 3 mois, ça va mettre 6 mois, ça va mettre 9 mois, ça on ne le sait pas trop, mais on en sort et on recommence. C'est un peu le sentiment que vous avez? Alors, effectivement, le sentiment qu'on a quand on parle de bulle qui explose, c'est que généralement, il y a déjà un excès qui est vraiment extrême, et que c'est ce qu'on a vu finalement, la seule crise immobilière vraiment qui est restée dans les esprits, c'est ce qu'on avait au Japon dans les années 80, hein, où le prix du mètre carré dans le centre de Tokyo était à des niveaux qui étaient des multiples du salaire annuel du japonais moyen, etc. Donc, c'était des choses qui étaient complètement aberrantes. Là, la crise que l'on traverse aujourd'hui, si crise il y a, c'est que c'est quelque chose qui est effectivement connu. J'avais dit dans l'une de mes chroniques il y a quelque temps, on connaît tous la fin du film. La fin du film, c'est qu'à un moment donné, il y a un vaccin et que l'économie, elle repart. Voilà. Donc, en revanche, on ne sait pas quand.
Donc ça, c'est la véritable incertitude. Et le risque, c'est que pendant cette période, est-ce que les acteurs ont le temps et les moyens de tenir pendant ce temps? Voilà, donc c'est véritablement ça. Effectivement, il faut faire attention aux dossiers qui sont fragiles, donc des dossiers qui sont très endettés, des gens qui comptaient véritablement sur des revenus immédiats pour faire face à des dettes. Voilà, c'est typiquement le genre de choses qui peut craquer. Mais le marché dans son ensemble, il n'y a pas eu une envolée. Alors, il y a eu une croissance très régulière et très soutenue des prix de l'immobilier, mais il n'y a pas eu sur l'immobilier ce qu'on a vu sur le Bitcoin, avec une envolée tout d'un coup, une exponentielle que l'on constate. Et à partir du moment où tout le monde est assez sûr de la fin du film… Alors, c'est la fin du film ou la fin de la saison 1? Alors je crois que personne ici n'est bien placé pour le voir. Mais en tous les cas, j'ai envie de dire que l'idée qu'on reviendra à un monde où on aura appris à vivre avec ce genre de problème. Voilà. Là, c'est vrai que c'est la première Merci. fois. Alors, j'ai un message de Maria qui souhaite intervenir. Donc, Maria, c'est à vous. On vous écoute. Maria a un petit problème de micro. Il faut mettre votre micro, Maria. Voilà. Oui, je souhaitais intervenir parce que dans le financement au Portugal, il y a une particularité, c'est que les banques financent à 100% avec une garantie hypothécaire. Et quel que soit le montant du financement par rapport à l'acquisition, c'est-à-dire que même vous avez beau faire une acquisition d'1 million et solliciter un financement de 100 000 €, il y aura automatiquement toujours accepté sous réserve d'octroi de l'expertise du bien. Or, on se rend compte, donc, comme il n'y a malheureusement pas de clause suspensive de prêt, parce que c'est quelque chose qui n'est pas acquis au Portugal, la clause suspensive de financement n'est absolument pas acquise au Portugal, il se passe que nous ne conseillons bien sûr pas à nos clients de signer un compromis de vente et même eux ne souhaitent pas signer de compromis tant que l'expertise du bien n'a pas été validée. Nous, on rencontre souvent, très souvent, lors de nos financements, que les clients qui ont voulu réserver un bien, se porter acquéreur sur un bien, entre le moment où nous obtenons l'accord de financement et nous avons la validation de l'expertise, le bien a été vendu. Donc, ce qui veut dire que le marché ne continue. Nous avons beaucoup de clients où malheureusement, le bien qu'ils souhaitaient acquérir, en l'espace de 15 jours, il a été revendu. Donc, nous, ce n'est pas grave, on garde le client, on sait qu'il a un financement, il continue à rechercher autre chose. Mais malgré tout, ça part très vite à Lisbonne. En tout cas, sur le secteur au Portugal, ça part rapidement, il faut le savoir. Et ça, Maria, c'est quelque chose que vous constatez aujourd'hui, enfin, vraiment maintenant, ou c'est quelque chose que vous avez constaté il y a quelques mois? On l'a constaté, malheureusement, on a démarré pendant le Covid. Donc, je n'ai pas pu encore voir le métier avant Covid, mais c'est quelque chose qu'on constate très régulièrement. Voilà. Donc, les biens partent très rapidement. Et nous n'avons pas nous avons quelques expertises qui reviennent sous-évaluées, mais il est vraiment stipulé clairement dans le rapport d'expertise sous-évalué à 10% Covid. C'est marqué clairement. Donc, sinon, les financements, on les fait, ça suit son cours, il n'y a pas de problème lorsque le bien n'est pas vendu en parallèle. Mais ça part rapidement. Voilà. Donc, pour moi, je ne ressens pas un grand ralentissement au niveau du marché, en tout cas. Et au niveau du prix, les biens qui sont au prix, ils partent, et très rapidement. On est tous d'accord là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui, la valeur de l'immobilier n'a pas bougé. D'ailleurs, l'ensemble des confrères qui vendent des SCPI aujourd'hui auront des baisses très, très limitées, voire des hausses de valeur sur les parts de SCPI. C'est aussi un indicateur très fort de la bonne santé aujourd'hui de l'immobilier malgré la crise. D'accord. Par contre, en préparant l'émission, il y en a un qui m'a dit que ça a baissé et on va lui redonner la parole, c'est Miguel. Donc Miguel, vous m'avez dit les loyers baissent et c'est clair, net et précis. Exactement. Alors effectivement, j'écoutais un peu les uns et les autres. Et vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Miguel. Bernard? Oui, on vous entend. Ouais. J'écoutais un peu les uns et les autres et effectivement, moi j'appellerais ça un épiphénomène.
Sur la location, les loyers sur Lisbonne principalement ont fortement baissé. Et c'est quelque chose qu'on a vu pratiquement du jour au lendemain, entre le mois de mars et le mois d'avril. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, beaucoup d'appartements sont arrivés sur le marché, des appartements en provenance de l'allogement local. Et sur les petites surfaces, on observe des baisses de loyers qui peuvent aller de 20 à 40%. Sur les grandes surfaces, l'impact n'est pas aussi fort, mais il est surtout au niveau du temps de placement de ces appartements. Parce que justement, à cause des limitations de déplacement, beaucoup d'étrangers ne peuvent pas venir au Portugal ou ont été obligés de mettre en stand-by leur projet d'installation. Donc voilà, ça c'est sur le marché locatif. Après, je ne suis pas sûr et je pense qu'il convient de rester positif parce que je pense que ce phénomène ne va pas s'inscrire dans une très longue durée, même si un ajustement des loyers était de toute façon souhaitable puisque on était à des niveaux complètement dingues. Après, je rejoins un peu les avis des uns et des autres. Je pense que sur le Portugal, en ce qui concerne l'activité d'achat-vente, le marché continue extrêmement dynamique, même s'il y a un certain ralentissement mécanique dû justement où il faut plus de temps pour conclure une affaire parce que les gens ont plus de mal à se déplacer, etc., etc. Mais en ce qui concerne les investisseurs internationaux, par exemple, ça reste très, 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 très fort. Par contre, il faut savoir qu'il y a au moins 2 facteurs qui risquent d'influencer le marché au Portugal au cours de l'année 2021, qui sont d'une part la fin des moratoires des prêts hypothécaires. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20% des prêts hypothécaires, du stock de prêts hypothécaires au Portugal qui est sous moratoire aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que les gens ne payent pas leur crédit, et ce jusqu'à fin septembre 2021. Donc, je pense qu'il y aura un impact. Et le deuxième facteur, c'est la fin annoncée des Golden Visa sur Lisbonne-Porto et le littoral, qui est maintenant actée pour juillet 2021. Donc, tout ça pour dire que je pense, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est très difficile, peut-être David, qu'aujourd'hui c'est très difficile de faire de la futurologie parce que les facteurs de volatilité restent. Mais moi je pense que les fondamentaux sont toujours là. Et il y a même certaines maisons d'analyse internationales qui tablent sur une petite baisse de 2% en 2021, mais qui tablent sur un retour à 2019, fin 2022. Donc voilà. Alors, j'aimerais qu'on écoute Émilie Iliaker qui nous dise un peu ce qu'elle en pense sur son secteur. Donc, tout à l'heure, il y a eu un petit problème de micro. Donc ça y est, c'est rétabli. Merci. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors moi, je suis localisée en Algarve, donc dans le sud du Portugal. Quelle ville vous êtes, Émilie? Alors, je suis à Armaçao de Pera, c'est à côté de Albufeira. Très bien. Voilà, donc en fait, en plein milieu de l'Algarve. Donc, moi, je n'ai pas noté qu'il y ait eu une baisse vraiment si significative que ça de la fréquentation de nos sites. Par exemple, moi, j'ai continué à être sollicitée par les clients qui étaient en Suisse, en France, aux États-Unis, n'importe où dans le monde, qui étaient intéressés par mes biens et qui m'ont demandé des renseignements comme avant Covid. Donc, ceux qui ont pu venir visiter sont venus visiter, ceux qui n'ont pas pu remettre ça plus tard. Et quant à la baisse, moi, je n'en vois pas la baisse. En Algarve, je parle uniquement en Algarve. S'il y a eu baisse pour certains de mes biens, c'est parce que déjà avant, moi, je sollicitais mes propriétaires pour baisser un peu le prix de vente parce que la plupart de mes clients vendeurs sont portugais. Ils savent que ma clientèle en majorité est internationale, surtout française.
Et donc, ils se disent que les Français qui viennent au Portugal ont des moyens plus élevés que les Portugais du coin. Et donc, ils ont tendance à toujours vouloir surévaluer leurs biens. Donc, c'est un peu une bataille journalière avec eux pour essayer de mettre vraiment au prix, parce qu'un bien qui est au prix, il part. Et ça, il y a pas de secret. Donc, moi, je rejoindrais un peu Monsieur Frédéric Attard. Moi, je suis plutôt positive, plutôt optimiste. Et je pense qu'effectivement, même si nous sommes atteints par l'empêchement technique des clients de venir jusqu'à nous assez rapidement, les projets sont là. Les projets sont là et je pense que ça devrait bien se décanter. Très bien, merci pour cet éclairage. Alors, je voudrais revenir sur un autre sujet. Donc, Marc Toiti, dans son ouvrage et dans l'exposé qu'il nous a fait, parle clairement d'une problématique des taux et dit que de son point de vue, le déclencheur d'une éventuelle baisse sera la hausse des taux d'intérêt. Et il y a un autre phénomène à l'intérieur de l'immobilier qui est aussi le crédit, c'est-à-dire que le taux, il faut avoir un bon taux, mais avant d'avoir un bon taux, il faut déjà obtenir son crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent des restrictions dans le crédit? Est-ce qu'on sent des difficultés dans le crédit? Et voilà. Donc ça me paraît être une question très importante. Maurice ou Maria, un des deux, peut-être Maurice, peut-être plus international, et en France et au Portugal, est-ce que CAFPI ressent de la difficulté à obtenir du crédit, ou en tout cas une difficulté croissante? Je crois que Marc l'a rappelé, une très forte consommation du crédit immobilier en France fait que le HCSF, le Haut Conseil de surveillance financier, a souhaité réduire la voilure, donc a donné d'autres critères qui ne sont pas du tout les critères au Portugal, notamment de ramener à un minimum d'apport personnel, de limiter l'endettement à 33, et tout récemment, c'est passé à 35 parce que tous les professionnels de l'immobilier, tous les professionnels du courtage ont fait vent debout de façon à pouvoir revoir ces normes-là qui pénalisaient principalement le primo-accédant, puisque en France, en tous les cas, notre cœur de marché, c'est près de 70% de primo-accédants, ce qui n'est pas le cas ici, en tous les cas au Portugal. Mais en France, nous avons constaté une baisse de l'ordre de 20-22% de nos clients qui forcément ne pouvaient plus bénéficier du crédit immobilier, en tous les cas tel qu'on le faisait au courant 2019. Je le répète, ce n'est pas du tout le cas au Portugal. Comme l'a rappelé Maria, les contraintes que nous avons sont liées principalement à des signatures de compromis sans conditions suspensives. Donc, il n'y a pas de signature de compromis. On signe un envie d'acheter un bien immobilier et contrairement à la France où il y a des vraies règles, enfin des règles qui sont différentes et qui permettent, en tous les cas à l'emprunteur, de prendre le temps pour faire les démarches de prêt immobilier. Donc en France, effectivement, il y a eu un ralentissement lié principalement au primo-accédant, mais ça a été récemment allégé de façon à pouvoir permettre à des primo-accédants de pouvoir s'endetter jusqu'à 35%, ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 jours, 3 semaines. Au Portugal, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Merci. Alors là, je vais reposer la question à Frédéric Attard et à Gérald Proutot. Est-ce que dans vos fonds, vous achetez une partie à crédit? Donc, est-ce que vos fonds s'endettent pour acheter des biens, des hôtels, des fonds de commerce, des murs, des choses comme ça? Et est-ce que vous avez de la difficulté ou plus de difficultés à obtenir les crédits? Est-ce que vous ressentez ça ou est-ce que vous le ressentez pas du tout? Oui, Gérald. Merci Frédéric. Alors en fait, effectivement, c'est selon les actifs professionnels. Pour le moment, le bureau, en fait, pour la partie bureau, l'accès au crédit reste relativement facile en fonction de la signature du locataire. Hein. Si vous achetez des bureaux vides, évidemment, ce sera plus compliqué d'obtenir un crédit. Pour la partie commerce, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer,
on arrive relativement facilement encore à s'endetter dans des proportions relativement importantes, puisque nos fonds sont endettés jusqu'à 70%, je l'ai dit tout à l'heure. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour le moment pour la partie hôtellerie, où, comme vous le savez, l'un des principaux financeurs en France, c'est BPI. Hein, c'est un peu la banque qui est leader sur le secteur. Et si BPI, pour une raison X ou Y, décide de ne pas y aller, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'obtenir des pools de financement bancaire. Donc ça, évidemment, on suppose que c'est très conjoncturel. Mais en tout cas, pour le moment, l'accès au crédit pour la partie hôtellerie est quand même plus compliqué pour le moment que ça ne l'était il y a encore 6 ou 8 mois. D'accord. Ouais. Frédéric, un éclairage? Ouais, juste dire qu'on a un peu plus de difficultés aujourd'hui en termes de temps. C'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup plus long. Les taux n'ont pas autant monté que ça. Je pensais qu'il allait y avoir une tension un petit peu sur les taux. Les taux sont restés, je dirais, très, très concurrentiels. Et on se retrouve aujourd'hui, par exemple, sur les 2 SCPI avec un taux d'endettement de 20%, ce qui est quand même bien, puisque ça permet quand même, avec cet effet de levier, de sortir de la rentabilité nette. Puisque tout à l'heure, je vous parlais chez Altixia, la notion de transparence, on a des fiches transparence qui permettent de pouvoir évaluer l'effet de levier sur le crédit, donc de la transparence par rapport à ça. Je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport à ce qu'avait dit, si je peux faire très rapidement, Marc Toiti. Il faut savoir que la crise a eu aussi quelque chose de très bon dans l'effet de ce qu'on parle de bulle immobilière, c'est que dans le marché des SCPI, il y avait énormément d'argent qui rentrait en début d'année, puisqu'on était dans des collectes faramineuses en termes d'investissement. Et c'est vrai que les grosses machines, je ne vais pas les nommer ici, mais les grosses machines qui achetaient pour le compte des SCPI étaient en manque de biens immobiliers. Le fait que la crise ait démarré au mois de mars a limité cette part de collecte et donc a permis d'assainir le marché des investissements. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un métier qui demande beaucoup de subtilité dans le sens où la collecte doit être en adéquation avec le temps de l'investissement et plus vous avez un temps court, plus vous avez de la rentabilité. Donc là aussi, ça a été quelque chose de très positif. Et un deuxième point aussi que je trouve très, très, très intéressant, c'est que personne ne le dit aujourd'hui, c'est un petit peu dommage et j'en profite qu'on soit à la radio, c'est la première fois dans l'histoire du 20e, 21e siècle où on se rend compte que l'économie est au service de l'être humain et non pas l'inverse. Quand on voit toutes les mesures qui ont été prises, notamment en France, pour rendre service et pour accompagner les sociétés et l'ensemble des salariés, je trouve que c'est une belle preuve aussi de solidarité et de la force aussi de l'économie au service pour la première fois des êtres humains. Voilà. Merci. Alors, j'ai Sylvie Vessig de Safety qui m'a demandé la parole. Donc, Sylvie, c'est à vous. Dites-nous. Oui, moi, je voulais réagir sur la question, je dirais, de la demande des clients qui, effectivement, pour nous, est toujours très présente, notamment les clients étrangers qui veulent s'installer au Portugal du fait, je dirais, des meilleures conditions pour y vivre de façon régulière et vu comme le Covid a été géré, c'est vrai que les clients étrangers, que ce soit les Belges, les Français, les Suisses, les Allemands ou Anglais, les demandes continuent à affluer. Ce que je constate aussi, c'est la demande des terrains qui est une demande très forte ces derniers temps, qui n'a cessé de croître. Les maisons avec terrain à moins de, je dirais, à moins d'une demi-heure de Lisbonne ou 40 minutes de Lisbonne affluent, quoi. Les demandes sont en réelle croissance à ce jour. Et on a aussi des nouvelles demandes, des demandes d'actifs liés à la santé, chose qu'on n'avait pas jusque-là. Et là, on a affaire à des gros investisseurs qui font appel, je dirais même à Safety, qui est un réseau de mandataires lambda, mais qui finalement se rendent compte qu'on est aussi au plus près dans le cadre de nos réseaux avec certains investisseurs ou constructeurs qui nous permettraient d'avancer sur cette question-là. Donc ça, c'est pour nous quelque chose de nouveau, la question des actifs liés à la santé. Et je voulais en parler ici parce que je me dis qu'il y a un vrai travail à faire sur comment le Portugal répond au mieux
aux investisseurs, répond au mieux aux familles qui veulent s'installer avec des conditions de prêt qui effectivement sont plutôt favorables. Mais moi, en tout cas, j'ai constaté aussi une baisse du pourcentage de financement, puisque jusque-là, on annonçait un peu partout que c'était 80% du taux de financement pour une clientèle étrangère. Aujourd'hui, moi, j'ai certains clients pour lesquels ça a été 75, 70. J'ai des investisseurs à qui on avait dit oui et pour lesquels aujourd'hui, on leur demande des garanties de France pour pouvoir réellement investir au Portugal. Donc voilà, je voulais partager avec vous la question aussi des investisseurs, parce que c'est un vrai sujet qu'on a de plus en plus prégnant pour nous, en tout cas, qui est une demande nouvelle, mais qui est très présente. Ok, voilà. Merci. On a pris beaucoup de retard, mais il y a encore un dernier petit sujet sur lequel je voudrais faire réagir tout le monde. C'est d'ailleurs mon opinion. Voilà, donc je vais vous délivrer mon opinion. Donc, comme Marc Toiti, je pense que l'immobilier finira par baisser, mais je suis loin d'être sûr que ce soit demain ou après-demain, et je pense que c'est un sujet qui peut être poussé sur pas mal d'années encore. Je partage aussi son opinion que la clé réside dans les taux de crédit et dans l'accession au crédit. Par contre, ce que je pense très sincèrement, c'est que avec autant d'argent injecté, on a encore vu le plan américain que Donald Trump a fini par signer de 900 milliards, on a les plans européens, les plans japonais, rien ne baissera. Et plus encore, comme l'hyperinflation des années 70, on va avoir l'hyperinflation des actifs. Et bon, parmi les actifs, l'immobilier est le premier. Donc, on va assister à une hausse de l'immobilier, on va assister à une hausse des marchés financiers. Bien entendu, ça sera différencié. Il y a certains types d'immobilier, certains lieux qui vont baisser et certaines actions qui baisseront aussi. Tout sera pas uniforme. Mais ce que je pense, c'est que dans les 2 ans à venir, on va avoir une inflation des actifs et non pas une inflation de la production. Donc, très rapidement, ceux qui veulent réagir, réagissez à ça en 30 secondes, 25 secondes, 45 secondes, mais pas beaucoup plus parce qu'on dépasse beaucoup le temps. David, une réaction là-dessus? Oui, je ne peux que abonder dans votre sens, Bernard. Effectivement, l'argent, il y en a énormément, et tant qu'il n'y a pas de remise en cause de ces politiques monétaires extrêmement laxistes, il n'y a pas de nuage à l'horizon. En revanche, effectivement, comme tous les mouvements, ce qui fera baisser, effectivement, ce sera des hausses des taux, des restrictions de crédit ou des retraits de liquidités. Voilà. Gérald Proutot, un avis, une réaction, une opinion? Chez Pierre Premier Gestion, en fait, on est convaincu qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'acteurs dans le monde de l'investissement, des investisseurs privés pour des raisons d'accès au crédit, ou voire des investisseurs institutionnels qui se détournent en fait de certaines thématiques d'investissement, le commerce par exemple, voire l'hôtellerie. Et on pense qu'il y aura des opportunités en fait d'investissement, puisqu'il y aura une masse d'actifs qui vont rentrer sur le marché, qui sont déjà proposés sur le marché. Et donc, on pense qu'il y aura des opérations assez intéressantes à faire sur ces actifs-là, de manière conjoncturelle, simplement parce qu'il y aura moins d'acquéreurs en face. Alors, ça ne voudra pas forcément dire une baisse des prix, mais en tout cas, il y aura peut-être un peu plus de choix et des opportunités sur ces marchés-là. Voilà, donc à court terme, des opportunités, et après, pourquoi pas, effectivement, cette hyperinflation des actifs. Maurice Assouline, une réaction, une réflexion? Alors, sur le Portugal, nous sommes positionnés principalement sur le logement, donc pas de souci parce que les gens ont besoin de se loger, ils ont besoin d'être accompagnés, ce qui est un petit peu moins le cas en France, puisque 90% de notre clientèle, c'est aussi du logement, mais aussi du commerce et aussi de la restructuration de crédit. Donc, la restructuration de crédit par rapport à tous les interlocuteurs, et aussi bien Marc, je pense qu'il y aura forcément un réaménagement de crédit pour la restructuration de crédit, ou éventuellement les renégociations de crédit pour l'habitation, de façon à allonger les durées. Si effectivement les investissements locatifs ne sont pas aussi rentables que ce qui avait été prévu et qu'il y ait une baisse de loyer, forcément il faut qu'il y ait une baisse de mensualité. Donc les gens seront incités à renégocier un petit peu leur crédit sur un allongement de durée. Katharina de Lisbonne Collection, une réaction, une réflexion?
Alors, une réflexion, une réaction. Nous, de notre côté, je pense que toute cette situation va, je vais peut-être pas utiliser le mot le plus joli, mais va faire un petit peu le ménage. Donc, les appartements, les propriétaires les plus forts et les plus résistants et les plus résilients sont ceux qui vont se maintenir. Et donc, sur Lisbonne, on avait déjà tellement d'alloggiamento local que c'est peut-être un mal pour un bien. Un mal pour un bien, voilà. Je cherchais l'expression en français. Un mal pour un bien. Les entreprises comme Lisbonne Collection qui se sont maintenues fortes et les pieds sur terre, et ben, je pense qu'elles vont à long terme, peut-être pas 2021, peut-être pas, du moins peut-être pas les prochains mois, mais à long terme, je pense qu'on va s'en sortir et on va avoir le côté bénéfique de moins de logements, donc plus de qualité et les prix vont revenir à peu près au prix que Lisbonne était. Ok. Frédéric, une réaction, une réflexion? Rapidement, c'est de dire que profiter de cette crise pour dessiner et définir le monde de demain de l'immobilier. On se rend compte qu'il y a des évolutions aujourd'hui sur l'immobilier, notamment en termes d'écologie, qui sont aussi encore extrêmement intéressantes et qu'on va avoir avec le télétravail, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la dématérialisation et le digital, un immobilier différent demain de ce qui existe aujourd'hui, notamment par rapport à tout ce qui est les normes écologistes. D'accord. Et Miguel, si une réflexion, une réaction? Ah oui, il est là. Miguel? Je suis revenu, malheureusement. C'est un peu difficile, mais je suis revenu. Voilà. Écoutez, moi, ma réflexion, et je rejoins un peu ce que dit Catherine sur l'allogement local, mais moi, je le vois plus sur la perspective de l'allocation longue durée. Je pense que cette pandémie a eu au moins le mérite, tout n'est pas négatif, de faire un épurement du marché, de permettre notamment à ce que les choses reviennent à un niveau un peu moins stratosphérique. Les gens aujourd'hui sont plus réfléchis, je pense, et moi, personnellement, je reste très positif sur l'évolution. Et une fois que toute cette situation sera dépassée, on pourra aller vers une croissance peut-être plus structurée et peut-être plus consolidée des prix, justement pour éviter une bulle, parce que je pense qu'on y allait très vite vers la bulle. Et peut-être que il faut un mal pour un bien. Peut-être que cette situation pandémique a fait que on a peut-être évité la bulle dans 3 ou 4 ans. Voilà, ça c'est mon humble vision. Ok, merci à tous. Il va falloir maintenant qu'on rende l'antenne et qu'on clôture l'émission. On a largement dépassé notre temps. Nous vous souhaitons à tous un très très bon réveillon et une magnifique année 2021. La trilogie traditionnelle est plus que jamais d'actualité. Santé, bonheur et prospérité. Merci, bye bye, à très bientôt. Au revoir. La French Radio. Portugal.